en quête parallèle. Aujourd'hui, nous sommes avec notre spécialiste sur le conflit du Mali. Bonjour, Abdou Agadaf. On va voir les périodes des grands empires, des royaumes. On aura l'empire mandingue, par exemple, l'empire du Mali, mais qui ne correspond pas du tout aux frontières du Mali d'aujourd'hui. Hein. Oui. L'empire mandingue du Mali était à cheval là sur à peu près 7 pays différents, vous voyez, d'Afrique de l'Ouest là. Mais c'est pas du tout ces frontières que l'on voit là aujourd'hui. Oui, hein. Oui. C'est la même chose pour beaucoup d'autres, les royaumes Ashanti, les royaumes Bantous, etc. Tous ces grands royaumes ou empires africains, y compris les anciens empires ou dynasties maghrébines aussi, hein, les Almoravides, les Idrissites, les Almohades, les Mérinides, les Saadiens, les Alaouites d'aujourd'hui, tout cela n'était pas du tout inséré dans les frontières actuelles. Vous voyez ? Et d'ailleurs, la notion même de frontière n'existait pas vraiment. Les gens circulaient librement. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les habitants de l'Afrique de l'Ouest circulent complètement, d'une manière complètement libre, hein, et sans que cela pose aucun problème. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Un Nigérien ou un Burkinabé ou un Béninois va traverser la frontière du Nigeria ou du Togo ou du Ghana ou de la Côte d'Ivoire d'une manière tout à fait naturelle. Ils ne se sentent pas dans un autre pays, même si on a construit des États. Vous voyez ? Et ces États-là sont des États coloniaux, avec des frontières coloniales. D'ailleurs, pour bien maîtriser cette question, les empires coloniaux et le principal colonisateur pour l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la France, la puissance coloniale française, ils ont en quelque sorte, quelque part, imposé à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le principe dit de l'intangibilité des frontières coloniales. Vous voyez, l'intangibilité des frontières coloniales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher aux frontières coloniales. Ouais. Mais ce sont des frontières coloniales. Vous voyez ? Ouais. Donc, ces frontières coloniales ont traversé et perduré jusqu'à aujourd'hui toutes les périodes d'indépendance, de résistance anticoloniale, les périodes des non-alignés, du tiers-monde, etc., du panafricanisme, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Frantz Fanon, de Webb Du Bois, etc., hein, et Marcus Garvey, etc., voilà. Donc, ces frontières coloniales sont là aujourd'hui. Ces frontières posent des problèmes et sont, si vous voulez, c'est comme la superstructure pour un territoire ou pour une culture, c'est une superstructure, la frontière. Donc si ce n'est pas vous qui avez conçu cette frontière, c'est une frontière extérieure et qui ne correspond donc pas à votre culture, à votre histoire, à votre passé. Et le passé, on sait très bien, et les Persans l'ont dit il y a 4000 ans ou 5000 ans, le passé est la lumière du futur. Donc on vous éteint un des attributs principaux de votre passé, on éteint la lumière de votre futur. Vous voyez, votre futur sera obscurité, pour ne pas dire obscurantisme. Vous voyez, ça nous ramène aux questions du présent, d'aujourd'hui. Donc la question de la guerre du Mali, si on place le Mali, on voit que le Mali, c'est exactement comme pour le Maghreb du Nord, on voit une petite bande côtière de 200-250 km de large maximum, et ici on voit aussi que à l'intérieur du Mali, il y a l'équivalent pour le Mali, donc c'est le sud, hein, le sud-ouest du Mali, qui est vraiment, la seule région de tout ce grand Mali-là que vous héritière des anciens royaumes. Vous voyez,
comme par exemple le royaume Bambara, mais le royaume Bambara est très récent, hein, il date de la période de Biton en Koulibaly, c'est-à-dire le fin XVIIIe siècle. Mais le reste, c'est, si vous voulez, un petit peu avec des régions qui se trouvaient au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Burkina. C'est ce qu'on appelait l'empire mandingue ou l'empire du Mali de Sundiata. Aujourd'hui, des gens parlent pour légitimer et donner un substrat historique à l'état du Mali colonial, avec ses frontières coloniales. On parle de Sundiata, mais Sundiata, non, elle n'est pas fondateur de cet empire que vous voyez là, hein, de ce territoire. Lui, il était dans toute cette zone-là, vous voyez. Par contre, zone qui a été divisée en 7 pays différents. Donc, comment les Mandingues se retrouvent découpés en 7 pays différents. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée en Orient au début du XXe siècle. À la fin de la première moitié du XXe siècle, on a découpé des pays qui n'en formaient qu'un seul, le Cham, hein, par exemple la Syrie, l'Irak. On a créé des nouveaux pays comme le Liban, Israël, la Jordanie, voilà. Et pour l'Afrique, on a fait pareil. On a divisé aussi l'Afrique équatoriale en beaucoup de pays, mais qui ne correspondent pas aux anciens royaumes du Congo, par exemple, ou les anciens royaumes bantous, notamment au sud du Congo. Là aussi, c'est très clair, les anciens royaumes zoulous et autres ne sont pas représentés dans ce découpage territorial colonial, dans le cadre des frontières coloniales, dites intangibles. Elles sont intangibles par décret ou administrativement, mais historiquement et culturellement, elles sont tout ce qu'il y a de plus tangible. Et c'est la même chose pour le Maghreb et toute l'Afrique du Nord, hein, c'est-à-dire Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, Sahara occidental, Mauritanie, les 2 tiers du Mali, les 2 tiers du Niger, le Tchad, tout ça, c'était pas 7 pays différents aussi. Vous voyez, à travers même si ils n'ont pas toujours eu la même configuration, mais c'était des anciens empires, des royaumes dirigés par des dynasties différentes, hein, qui se succédaient ou qui se concurrençaient. Et puis il y avait aussi des petits royaumes locaux, des principautés qui pouvaient se former, comme voilà, beaucoup d'exemples, hein, qui existent. Et aucune de ces configurations, si on va dire, de ces sociétés avec leur communauté et leur type de régime, si on peut dire, ou leur type d'État, hein, de royaume, aucune n'est représentée dans le découpage actuel. Vous voyez, l'Algérie n'a jamais existé comme ça, la Tunisie n'a jamais existé comme ça, le Maroc n'a jamais existé comme ça, la Libye non plus. La Libye, vous avez 2 tiers un tiers sud-ouest de la Libye qu'on appelle le Fezzan et la Kakous, qui, pendant l'Empire colonial, était colonisé par la France. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de l'Empire chérifien, qui était marocain. Donc, il n'a pas été colonisé par l'Italie, mais par la France. Vous voyez? Enfin, voilà. Même si on va prendre les frontières coloniales de l'Empire romain, puisque beaucoup d'historiens ou de géopolitologues actuels veulent faire l'impasse et passer du présent à la période romaine. Tout le reste, ça n'existe pas. Et pourquoi la période romaine? Parce qu'on tombe dans le romain, le latin et le grec. Vous voyez? Donc tout ce qui est entre, que ça soit africain ou oriental, on le nie. C'est comme pour les anciennes dynasties des pharaons, entre l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée, la Nubie, tout ça, il y a eu plusieurs dynasties sur des millénaires, dont des dynasties de pharaons noirs, africains, notamment en Nubie.
hein, avec pour capitale Méroé. Donc ça aussi, on le nie. Ça aussi, c'est complètement nié. La même chose pour tous les grands savants grecs qui étaient en fait soit des Grecs qui ont vécu en Égypte du temps des pharaons. Donc c'est là où ils ont appris des techniques et des sciences telles que l'architecture, par exemple, ou la physique, etc. Et la façon de calculer tout ça. Donc il y avait déjà aussi des mathématiques, il y avait déjà de la géométrie, par exemple Euclide. Beaucoup maintenant se sont rendus compte que Euclide était égyptien. Et d'autres qui étaient grecs faisaient le va-et-vient entre la Grèce et l'Égypte antique. Et beaucoup de Grecs habitaient à Alexandrie. Et c'est de là qu'il y a eu un transfert de technologie pour l'époque, hein, entre en fait l'Égypte, mais l'Égypte qui représentait une partie de l'Afrique, puisque l'Égypte ancienne, elle arrive jusqu'au Grand Lac. Vous voyez? Donc c'est un grand ensemble. Donc cette Égypte-là, avec les Grecs qui venaient en Égypte, opère un transfert de technologie de l'époque entre l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire la Grèce antique. Vous voyez, c'est là on replace les choses dans leur contexte. Beaucoup maintenant se sont rendus compte que Euclide était égyptien. Et d'autres qui étaient grecs faisaient le va-et-vient entre la Grèce et l'Égypte antique. Et beaucoup de Grecs habitaient à Alexandrie. Et c'est de là qu'il y a eu un transfert de technologie pour l'époque, hein, entre en fait l'Égypte, mais l'Égypte qui représentait une partie de l'Afrique, puisque l'Égypte ancienne, elle arrive jusqu'au Grand Lac. Vous voyez? Donc c'est un grand ensemble. Donc cette Égypte-là, avec les Grecs qui venaient en Égypte, opère un transfert de technologie de l'époque entre l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire la Grèce antique. Vous voyez, c'est là on replace les choses dans leur contexte. On va replacer la même chose dans d'autres régions du monde où il y a eu des phénomènes pareils. Hein. C'est évident, par exemple, pour l'Andalousie musulmane, puisqu'il y avait c'est par là que vont transiter les mathématiques, la médecine, etc. Jusqu'à aujourd'hui, la faculté de médecine de Montpellier, qui est la plus cotée en France, et la faculté historique de médecine s'appelle la faculté Avicenne, etc. Quoi, voyez. Donc là, en voyant tout ça, si on analyse aussi tous les mouvements de tribus, de populations, les nomades, etc., ben, on va arriver à comprendre qu'il y a un problème aujourd'hui dans le Sahel et dans le Sahara. Et les Sahariens et Sahéliens qui ont conservé plus que les autres leur culture, parce qu'ils n'ont pas été colonisés culturellement, ils ont été colonisés, si vous voulez, sous forme d'occupation militaire ponctuelle ou stratégique. C'est-à-dire que dans tout le Sahara, toute cette zone, il y avait des petits points comme ça, à droite et à gauche, dans des endroits précis, hein, qui correspondaient à l'installation d'un borge ou d'un fort de l'armée coloniale française. Mais dès qu'on quittait ce fort, on se retrouve en pleine nature, on se retrouve dans le désert, et là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il reste que des Africains, des habitants du désert, qui vivent comme ils ont toujours vécu. Ce n'est pas comme sur le littoral du Maghreb ou sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest où les habitants ont été colonisés à la fois par une colonisation militaire, une colonisation de peuplement de colons et une colonisation culturelle, c'est-à-dire une colonisation d'assimilation culturelle des habitants autochtones. Donc, on arrive au monde moderne, et dans ce cadre-là, ben, le Sahara, contrairement à l'image d'Épinal ou le cliché qu'on se fait du désert,
le Sahara était un vaste réseau d'autoroutes, ou presque on pourrait dire de TGV. Il existait des grands axes caravaniers qui partaient du nord du Maroc, de Fès, de Tlemcen, de Marrakech, et qui descendaient soit vers la Mauritanie d'aujourd'hui, hein, mais c'était un seul pays à l'époque, et soit qui descendaient sur Tombouctou, ou qui descendaient vers le Hogar, le Touat, le Hogar et le Niger, jusqu'à Agadez et Zinder, au sud du Niger, au nord du Nigeria. Et il y avait des grands axes caravaniers aussi qui arrivaient jusqu'à Radamès. Et de Radamès, ils montaient soit vers la Tunisie d'aujourd'hui, soit vers la Libye d'aujourd'hui. Donc ces grands axes caravaniers ont transporté des denrées, des marchandises, et puis des commerçants et des savants. La réalisation ultime de cette période pour le Sahel, ça sera la ville de Tombouctou. La ville de Tombouctou, qui était créée au temps de ce qu'on appelle le temps de Jouder, qui était un chef des armées du sultan marocain, qui était à la fin, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ça c'est le plus récent, hein, mais sinon les tribus nomades étaient déjà installées même avant l'islam. Hein. Vous voyez, il y a des tribus Touareg, par exemple les Ilemten ou les Lemtouna, les Senhaja, dont font partie d'ailleurs les Lemtouna ou les Ilemten. Les Senhaja étaient déjà arrivés jusqu'au Ghana bien avant l'islam, vous voyez, dans les temps pré-islamiques ou anté-islamiques. Et pour la période moderne, Tombouctou était un petit peu, est devenu l'équivalent des grandes villes d'Andalousie, comme Cordoue, Séville, Grenade, puisque à Tombouctou, maintenant ce qu'il en reste, tout le monde le sait, il y a les manuscrits de Tombouctou. Donc les manuscrits de Tombouctou, en fait, il y en avait des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et à Tombouctou, il y avait une université, l'université de Sankore, avec des écoles. Et là, il y avait des écoles pour apprendre les mathématiques, l'astronomie, l'algèbre, la grammaire, la médecine, la botaniste, la science quoi, de l'herboristerie, etc. Il y avait même une école de médecine de l'œil. Vous voyez, donc d'ophtalmologie, si on peut dire aujourd'hui. Ce qui est, cette ville avait jusqu'à 25 000 étudiants. Ces jeunes étudiants, oui, c'est énorme pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple Paris 13, Dauphine, Sorbonne, etc., ça fait à peu près 13 000 étudiants au 21e siècle. Vous voyez, et pas en plein désert. Là, on est en plein désert et on a 25 000 étudiants en permanence. Et 25 000 étudiants qui se renouvellent, c'est-à-dire c'est des promotions différentes, etc. Et chacun de ces étudiants retournait dans son pays. C'est-à-dire dans son pays, dans sa région d'origine, puisqu'il n'y avait pas la notion d'État comme aujourd'hui. Et donc vous avez par exemple des étudiants à Tombouctou, hein, qui étudiaient pendant quelques années à Tombouctou et qui retournaient par exemple dans le Fouta Jalon. En Guinée, aujourd'hui, la Guinée-Conakry, etc., et dans d'autres pays. Hein. Ils retournaient avec leur savoir. Et eux-mêmes, après, devenaient des maîtres chez eux, dans leur village, dans leur famille, leur population, et ils enseignaient à leur tour. Puisque à ce moment-là, si vous voulez, c'est les sciences qui étaient mises en avant. Donc il y a aussi là une espèce de... je ne sais pas comment dire, mais il y avait une civilisation du savoir et culturel, ce qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on veut donner de l'Afrique antécoloniale. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup ils n'ont pas complètement disparu. Vous voyez, par exemple, les Almami. Les Almami, c'est voilà, des familles entières de lettrés, si vous voulez, ou de savants. Mais il y en a dans toute l'Afrique de l'Ouest. Hein. Il y avait aussi les Peuls qui étaient très forts. Beaucoup de Peuls ont étudié à Tombouctou.
Et les Peuls se sont disséminés. Vous voyez, ils avaient créé des émirats ou des principautés à Agadez, à Kano, à Sokoto, à Kaduna, à Katsina, dans le Fouta Jalon, le Fouta Toro, le Massina, etc. C'est-à-dire, voilà. Donc, tous ces peuples-là, alors des fois, il y a des frictions entre les uns et les autres, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a voulu faire avec le découpage territorial colonial, c'est-à-dire une division. Vous voyez, diviser les Africains. Voilà. Donc, quand on est bien remis dans ce contexte, et quand on étudie aussi, comme je l'avais dit au début, les questions écologiques et les questions plus prosaïques, et terre à terre, qui datent d'ailleurs de la période coloniale, des questions de pillage ou d'exploitation des richesses naturelles, auxquels viennent se greffer tous les trafics et contrebandes et la corruption d'aujourd'hui. Là, on arrive de plein pied à la question des événements du Mali et le démarrage de cette guerre du Mali, et qui est en fait une guerre larvée qui existe depuis longtemps, et il y avait aussi une concurrence entre les grands contrebandiers. Voilà, donc ça, on en reparlera une fois qu'on aura parlé de la question écologique, mais dans le sens à la fois naturel et humain. C'est-à-dire à travers le prisme du patrimoine culturel africain et du patrimoine naturel saharo-sahélien.